Dans l'idée d'aller vers une alimentation durable, on souhaite aussi diminuer le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, la définition, elle est simple. Le gaspillage alimentaire, ça va être le fait de jeter ou de supprimer des aliments qui sont encore comestibles. Pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre jeter d'une part et supprimer d'autre part? Quand on jette, on s'en moque de l'aliment, on le met dans la poubelle, on ne peut pas savoir ce qu'il devient après. Dans la notion de suppression, c'est vraiment une étape supplémentaire où on veut que l'aliment disparaisse. À un moment donné en France, depuis c'est interdit, la grande distribution, donc les hypermarchés, supermarchés ou autres, quand des produits arrivaient vers la date de péremption, ils les mettaient de côté, les mettaient dans des conteneurs, et pour éviter que les gens aillent se servir pour manger, ils mettaient de la javel dessus. C'était des aliments qui étaient encore comestibles. Aujourd'hui, cette pratique, elle est interdite. C'est bien là pourquoi on fait la différence entre jeter d'une part et supprimer. En janvier 2012, l'Union européenne, elle s'est fixée comme objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau national, par exemple, en France, on a une stratégie nationale de réduction des déchets. Et c'est pour ça qu'au niveau national, en France, mais je suppose que c'est pareil en Italie aussi, en Espagne et en Belgique, il y a énormément de publicité à la télé, à la radio, des concours de cuisine pour parler du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, il a un impact économique, il a un impact social et il a un impact environnemental. Alors je suis désolée, vous allez devoir m'écouter plutôt que de lire parce que c'est écrit en tout petit. Alors, aujourd'hui, il y a un tiers de la nourriture produite qui est jetée dans le monde. Un tiers, ça veut dire que si on fait 3 tas, il y a forcément un tas qui va finir à la poubelle. Dans le monde, c'est un tiers. En Europe, c'est bien pire, on est à 50%. 50% des aliments produits, à un moment donné, sont jetés. Le gros problème, c'est qu'en Europe, on se permet de jeter des aliments alors que tout le monde n'a pas forcément accès à une alimentation. Donc c'est là où il y a un fossé, il y a un clivage. La nourriture qui est jetée, elle représente 7 fois ce qu'il faudrait pour nourrir le milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim. La grande distribution, les hypermarchés, supermarchés, marchés ou autres, en France, c'est un peu plus de 2 millions de tonnes de nourriture gaspillée par an. Je parlais tout à l'heure des dates de péremption, ça peut être une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Au niveau européen, la majorité du gaspillage alimentaire provient du consommateur. C'est le consommateur qui gaspille le plus. Si on pense aux étapes du cycle de vie d'un aliment, nous allons avoir la production, la transformation, le conditionnement, le transport, donc la logistique, le lieu où on va acheter l'aliment, la consommation et la fin de vie. Au niveau de la production, il y a essentiellement du gaspillage alimentaire à cause du calibrage. Par exemple, je vais penser à un producteur d'asperges. Il faut que les asperges elles rentrent toutes dans des caissettes d'un même format. Celles qui sont trop grandes, trop petites, etc., elles vont être mises de côté. Donc c'est un risque de gaspillage alimentaire. Au niveau du producteur, il peut aussi y avoir du gaspillage alimentaire à cause des conditions météorologiques. On n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes avec certaines espèces, des espèces envahissantes, etc. Ou des aliments qui sont sains mais qui sont un peu tachetés. Ces aliments qui sont sains, qui sont un peu tachetés, on sait que le consommateur aura plus de difficultés à le choisir. Donc le producteur va les mettre de côté. Au niveau de la transformation, dans les entreprises, derrière chaque entreprise, il y a des hommes qui gèrent des machines. Il peut y avoir des erreurs humaines. Si on prend l'exemple d'une fabrique de biscuits, c'est possible qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, il y a une fournée qui brûle. C'est humain. Ben, cette fournée qui brûle, elle contribue également au gaspillage alimentaire, elle n'atteindra pas le consommateur. On peut imaginer aussi quelqu'un qui déplace des palettes, on ne sait pas ce qui se passe, il y a une palette qui tombe, les biscuits sont cassés, ils sont encore comestibles, mais des biscuits cassés n'atteindront pas le consommateur. Donc c'est jeté, c'est mis de côté. Vous pourriez me dire, oui, mais personne n'ira dire que la palette, elle est tombée. Si, parce qu'il y a énormément de réglementations. Aujourd'hui, avec l'étiquetage nutritionnel, on a des informations liées à l'origine du produit, et donc on sait exactement ce qui s'est passé au niveau de la traçabilité de l'aliment.
Et donc on sait que la palette elle est tombée et on sait que la palette sera mise de côté. Au niveau du transport, il y a du gaspillage alimentaire. Généralement, c'est à cause de la chaîne du froid, quand il y a une rupture de chaîne du froid. Un transporteur qui va transporter des surgelés, s'il se retrouve coincé dans les bouchons qu'il avait sous-estimés, eh bien les produits risquent de se réchauffer. Et à un moment donné, s'il se réchauffe, les bactéries vont se réveiller, la denrée alimentaire va s'abîmer, et donc il y a un risque pour le consommateur, donc ce produit n'atteindra pas le consommateur. Au niveau des hypermarchés, supermarchés ou autres, le gaspillage alimentaire, il vient essentiellement des dates de péremption. Mais les dates de péremption, j'en parlerai juste après, et également du consommateur. Quand on fait nos courses, pour le même prix, à choisir entre un produit un petit peu biscornu, je dis bien pas périmé mais biscornu, et un produit nickel, parfait, automatiquement le consommateur pour le même prix, il va choisir le produit parfait. Oui, sauf que ce qu'il faut repenser, c'est à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire avec mon aliment? Par exemple, il y a une pomme qui est un petit peu cabossée, mais qui est très bonne, elle n'est pas abîmée, et une pomme qui est parfaite. Moi, je sais que je veux faire de la compote. Qu'est-ce que ça fait si ma pomme elle est cabossée? Je vais la transformer. Ça ne change pas grand-chose. Autre problème, le consommateur, avant en France, quand on allait acheter des fruits et des légumes, on allait chez le primeur et on ne touchait pas les produits. C'était le primeur, on lui disait je veux manger tel fruit, tel légume dans tel laps de temps, il nous servait. Aujourd'hui, on vit dans une société d'hyperconsommation, de surconsommation. On a énormément de choix. Et donc, ce trop choix, ça fait qu'à un moment donné, le consommateur va regarder les produits, il va les tâter, il va les reposer parce qu'il va chercher toujours le produit le plus parfait esthétiquement parlant. Le problème, c'est que plus les produits sont manipulés, plus on met des bactéries dessus, plus on met des bactéries, plus le produit risque de s'abîmer. Un produit qui est abîmé, par définition, le consommateur n'en voudra pas. Et ces produits-là seront mis de côté. En France, les hypermarchés, supermarchés ont compris que ça contribuait énormément au gaspillage alimentaire et ça a un coût qui est conséquent. Et donc, les hypermarchés, supermarchés ou autres commencent à s'équiper. Ils s'équipent de légumeries, c'est-à-dire qu'au niveau du personnel, ils ont formé leur personnel pour que les fruits et les légumes qui étaient un petit peu abîmés soient retravaillés. Et là, ils proposent par exemple des kits pour faire du pot-au-feu, des kits pour faire de la soupe, ils proposent des smoothies et autres. Comme ça, ce sont des produits qui peuvent être revendus par la suite et ça contribue à la diminution du gaspillage alimentaire. Le consommateur, je disais tout à l'heure, il gaspille généralement, c'est pour plusieurs raisons. Le consommateur, ce qui est important quand on fait ses courses, par exemple, c'est de faire ses courses une fois qu'on a mangé. Si on fait ses courses alors qu'on a faim, on va avoir les yeux plus gros que le ventre et donc on va consommer plus que de raison. On va vouloir se faire plaisir, on va acheter plus. Ce qui est important, avant d'aller faire ses courses, c'est de regarder ce qu'on a dans ses frigos, regarder dans ses placards, noter. Ensuite, on fait son menu, si possible sur une semaine. On essaie de respecter au maximum la saisonnalité. Parce que plus le lieu de production d'un aliment est éloigné du lieu de consommation, plus il va y avoir d'intermédiaires, plus le produit aura été manipulé, il y aura eu des transports, du chaud-froid, etc. Plus le produit risque de s'abîmer. Donc en tant que consommateur, on essaie de travailler avec des produits saison, des produits locaux, pourquoi pas du bio. On fait ses courses une fois qu'on a mangé, on achète ce type de produit, on fait sa liste de courses. Pour ceux qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent manger, en France, sur le site du ministère de l'Alimentation, il y a ce qu'on appelle la fabrique à menu. La fabrique à menu, c'est un site internet dédié qui vous donne des recettes sur une semaine. Vous notez dedans le nombre de convives, les aliments que vous avez à la maison. Et en fait, ça vous donne des recettes et votre liste de courses. Comme ça, quand vous allez faire vos courses, vous n'achetez pile poil que ce dont vous avez besoin. Et vous respectez bien les quantités. Il s'agit d'acheter trop. Justement, le consommateur, quand il achète, il a tendance à acheter trop, à vouloir trop se projeter. Et quand on fait ses courses, ce qu'on conseille, c'est de faire ses courses plus régulièrement, en plus petite quantité, pour vraiment répondre aux besoins. Au même titre que la distribution, ce qu'on conseille aux consommateurs, c'est de ranger ses frigos, ranger ses placards sous l'appellation First In, First Out.
C'est-à-dire que le premier aliment qui rentre dans le frigo ou dans le placard devra être le premier à sortir. Comme ça, automatiquement, on va manger les aliments par ordre dans les dates de péremption. Les plus rapides à manger seront devant. Alors là, vous avez la présentation d'une infographie. On va imaginer que ce sont 100 tonnes produites par un producteur, donc ça va être 100 tonnes totalement parfaites. Sur ces 100 tonnes, il va y avoir 13,2 tonnes qui vont être gaspillées au niveau de la transformation, 1,7 tonnes gaspillées au niveau de la distribution, 4,7 tonnes au niveau de la restauration. Dans la restauration, on intègre également la restauration scolaire. Et enfin, 14,3 tonnes gaspillées au niveau du consommateur. Je le disais tout à l'heure, quand on gaspille un aliment, ça a un impact économique, social et également environnemental. Ce qui peut permettre de prendre conscience de l'impact environnemental, c'est parler en termes d'équivalence. Quelques exemples. Jeter une baguette de pain, ça revient à rouler en voiture plus de 2 km. En termes d'impact environnemental, c'est la même chose. Gaspiller un steak de bœuf, ça revient à allumer une lampe pendant 70 heures ou faire tourner le lave-vaisselle 4 fois. Faire tourner un lave-vaisselle 4 fois ou laisser une lampe allumée 70 heures, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. On se dirait mais c'est idiot, ça sert à rien. Oui, sauf qu'on a déjà tous jeté au moins une fois de la viande. L'impact environnemental, c'est le même. Jeter 1 kg de poisson surgelé revient à jeter 1,7 litre de pétrole. Vu le prix de l'essence aujourd'hui, on évitera de le jeter. Pourtant, on jette du poisson. Encore une fois, l'impact environnemental est le même. Gaspiller 1 kg de farine revient à jeter 1000 litres d'eau. Je parlais tout à l'heure des dates de péremption. En France, il existe 2 dates de péremption qu'on retrouve également en Europe sous d'autres appellations, mais l'idée est là. L'idée est la même. Première date de péremption, c'est la DLC. C'est la date limite de consommation. Les produits sous DLC, généralement, c'est écrit à consommer jusqu'au. C'est bête et méchant, quand on voit la date, par définition, on ne dépasse pas. Les produits sous DLC, ce sont les produits qu'on trouve au rayon frais. Ce sont des produits qu'on appelle fragiles. Dedans, il y a le fromage, les yaourts, les charcuteries, viande, poisson. Autre date de péremption, la DDM, la date de durabilité minimale, qui remplace depuis quelques années la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. La date de durabilité minimale, ce sont tous les produits avec la dénomination à consommer de préférence jusqu'au. Et là, on peut dépasser la date. À consommer de préférence jusqu'au, on va retrouver les produits qui sont sous conserve, les produits secs, c'est-à-dire le riz, les pâtes, la semoule, le sucre, le sel, certains sodas, tout ce qui a été transformé. Les produits sous DDM, date de durabilité minimale, on peut dépasser la date, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines des qualités, telles que le goût, l'aspect, l'odeur ou encore la texture, peuvent avoir évolué. Mais ces aliments sont encore comestibles, vous pouvez les manger, vous ne tomberez pas malade. Un exemple, généralement au moment des fêtes de fin d'année, on s'offre des chocolats et des fois on n'a pas le temps de tout manger. Et quand on les retrouve, il y a une petite couche blanche dessus. Cette couche blanche, ce n'est pas du moisi, c'est tout simplement la graisse qui avec le temps est remontée. Vous pouvez manger ce chocolat, vous ne tombez pas malade, par contre effectivement le goût aura peut-être éventuellement évolué, de même que l'aspect. Dans les produits sous DLC, en France, nous avons, donc à consommer jusqu'au, nous avons les yaourts. Je fais bien une différence entre yaourt et dessert lacté. Yaourt, c'est par exemple une faisselle, un yaourt nature. Un dessert lacté, ça va être une danette, un liégeois, une crème dessert. La seule exception dans les produits sous DLC où on peut dépasser la date, c'est le yaourt. En France, on produit des yaourts avec une DLC qui est assez courte, alors qu'en soi, on sait qu'on pourrait les dépasser d'un mois, voire un mois et demi, sans problème. Comment savoir qu'un yaourt est encore bon? Il suffit de le regarder déjà. Si on voit l'opercule qui est gonflé, ça veut dire que les bactéries se sont réveillées, il y a trop de bactéries, et donc que là, effectivement, le yaourt peut ne plus être bon, et après on peut le goûter, si on sent au goût que ça pique, on ne va pas le manger, forcément. Quelques causes du gaspillage alimentaire, j'en
ai déjà parlé tout à l'heure, vous avez la surproduction alimentaire, on produit trop, des critères esthétiques élevés du marché, des problèmes au niveau de la logistique, de la gestion des stocks, des emballages qui arrivent des fois endommagés. Si l'emballage est endommagé, on estime que le produit à l'intérieur risque de l'être aussi, et donc le produit risque d'être gaspillé. Des stratégies marketing. Quand on fait nos courses en hypermarché, supermarché ou autre, il arrive qu'on voit certaines promotions. J'achète 2 produits, on m'offre le 3e gratuit. Oui, mais encore une fois, il faut se projeter dans le temps. Est-ce que moi, je vais avoir le temps, par rapport à la taille de mon foyer, par rapport à nos habitudes alimentaires, est-ce que je vais avoir le temps de consommer ces aliments? Si oui, ça peut valoir le coup, sinon, autant m'abstenir. Parce que si j'achète ces aliments et que je n'ai pas le temps de les manger, ça veut dire que ces aliments vont moisir chez moi, je vais payer pour avoir des aliments qui moisissent chez moi. Donc, ce n'est pas top. Après, nous avons aussi les portions. Les portions standards, au niveau de la restauration, elles sont encore trop importantes. Un des moyens pour diminuer le gaspillage alimentaire, c'est d'intégrer plus de qualité. Intégrer plus de qualité, c'est déjà informer le consommateur sur ce qu'il mange. Je parlais en introduction des signes d'identification de la qualité et de l'origine. Ils sont reconnus. À gauche, vous avez le label rouge. Le label rouge, il atteste d'une qualité gustative supérieure par rapport à un produit standard. Une qualité gustative supérieure, ça veut dire qu'à un moment donné, le goût sera meilleur par rapport à un produit similaire d'une même catégorie. Ce goût qui est meilleur, il vient d'un procédé de fabrication qui sera de meilleure qualité. Alors, les volailles label rouge, par exemple, le mode de production il est assez particulier. C'est-à-dire que ce sont des volailles qui sont élevées en 90 jours minimum, avec une alimentation qui est particulière. Elles ont accès à un plein air. Des volailles standards, elles peuvent être élevées en cage, avec une alimentation avec OGM ou autre. Elles n'ont pas forcément accès à un plein air. Donc forcément, le mode d'élevage va avoir un impact sur la qualité du produit. Autre signe d'identification, vous avez le bio, l'agriculture biologique. Dans l'agriculture biologique, il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais chimiques et un respect de l'autonomie des producteurs. Donc l'agriculture biologique, ça vous donne des informations sur une qualité qui est plus environnementale. Juste à côté, vous avez l'AOP, l'appellation d'origine protégée. L'appellation d'origine protégée, c'est un signe d'identification de la qualité de l'origine qui vous donne des informations sur le lien au terroir. Les produits qui sont protégés par une AOP, appellation d'origine protégée, ça vous donne une information sur le mode de production. De la production, par exemple pour un fromage, de la production du lait jusqu'au fromage fini conditionné, tout se fait sur une aire géographique limitée. Toutes les informations, tout ce qui est relatif au mode d'élevage, au terroir, c'est enregistré dans un cahier des charges. Quand on est engagé sous un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le nom est protégé, le savoir-faire est protégé. Par exemple, en Italie, vous produisez de la mozzarella, donc ça protège une aire géographique, ça protège une recette, ça protège le nom. Quelqu'un qui est dans un autre pays ne peut pas produire un fromage et l'appeler mozzarella, c'est interdit parce que c'est protégé par une AOP. Le petit frère de l'AOP, c'est l'IGP, celui qui est juste à côté. L'IGP, c'est l'indication géographique protégée. Il arrive par moment qu'on ne puisse pas produire toutes les étapes, qu'on ne puisse pas réaliser toutes les étapes sur une aire géographique limitée. Par exemple, en Hauts-de-France, on produit les volailles fermières de Lique, mais nous n'avons pas les couvoirs. Donc les couvoirs sont en Normandie. 2 jours après éclosion, les poussins arrivent sur le territoire de Lique et les communes limitrophes, où là les poussins vont être nourris, élevés, abattus et conditionnés sur cette aire géographique. Le dernier signe d'identification de la qualité et de l'origine, celui qui est tout à droite, c'est la STG, la spécialité traditionnelle garantie, qui va protéger une recette ou un certain savoir-faire. En France, on a un seul produit qui est protégé par une STG, c'est la moule de Couchot. On n'a qu'un seul produit parce que c'est une démarche qui est encore récente, qui ne date que depuis quelques années. Et donc voilà, on y va progressivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le label rouge n'est que français. Par contre, vous pouvez trouver des produits label rouge dans d'autres pays d'Europe, où ils sont produits en France.
L'AOP, l'IGP, la STG et l'agriculture biologique sont des signes d'identification de la qualité de l'origine européen. Alors, quand on parle de qualité alimentaire, de diminution du gaspillage alimentaire, ce qui est important, c'est de sensibiliser. Parce qu'à un moment donné, par exemple, si on est au niveau d'un restaurant scolaire, on peut essayer de diminuer le gaspillage alimentaire, mais si on le fait qu'au niveau de la restauration, ça ne va pas marcher. C'est important de travailler en équipe et de sensibiliser le convive pour qu'il prenne conscience de l'impact du gaspillage alimentaire. Sensibiliser, donc on va parler du rôle de l'animateur qui va être de créer un lien entre un groupe de participants et les choses à découvrir. Pour créer un lien, on attend de l'animateur peut être aussi un enseignant, qu'il se repose sur trois choses. Son savoir, donc ses connaissances, comment est-ce qu'à un moment donné, en utilisant ses connaissances, il va travailler sur la notion de gaspillage alimentaire. Par exemple, si je suis enseignant en mathématiques, je peux pourquoi pas organiser des pesées avec des déchets, des pesées de déchets avec des élèves, et on fait des exercices de maths dessus. Donc le savoir-être, c'est ma personnalité. Qu'est-ce qui fait que dans ma personnalité, dans mes passions, à un moment donné, véhiculer un message. Et le dernier volet, c'est le savoir-faire. Par exemple, je suis douée en montage photo ou en montage vidéo, je peux prendre un groupe d'élèves et on va travailler sur cette thématique pour sensibiliser l'ensemble des autres élèves. Sensibiliser, donc ça repose sur une équipe projet. Dans une équipe projet, c'est important d'avoir des personnes d'univers assez différents parce que chacun apporte ses connaissances, ses compétences. Et donc, dans un projet qui peut être mené dans un établissement scolaire, ce qu'on conseille, c'est de se reposer sur des enseignants, des associations de parents d'élèves, des infirmiers, des élus, des collectivités. Plus on est nombreux, plus on est volontaire dans une démarche, plus ça marche. La sensibilisation, elle peut passer par des expositions, des informations ou encore des supports numériques. Voilà, je vous remercie de votre attention.